Et bah voilà, un scénario prenant qui reste cohérent tout le long, des personnages intéressants que tu prends le temps de développer et un tas de bonnes idées. Ça, c'est le Star Wars que j'aime. C'est bientôt le début de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+, et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour revenir sur la saison 1 que j'ai pas eu le temps de traiter à l'époque, et de vous faire une sorte de gros récapitulatif détaillé de tout ce qui se passe dans les épisodes, avec tous les clins d'œil et tous les easter eggs que j'ai pu trouver. Par contre, on ne parlera absolument pas dans cette vidéo de la saison 2, que ça soit les rumeurs ou le trailer, que j'ai d'ailleurs pas regardé. On va vraiment se concentrer sur la saison 1, ça sera l'occasion pour moi de vous donner mon avis aussi dans une première partie sans spoiler, et ensuite on va analyser chaque épisode chronologiquement. D'accord, faisons comme ça. Mais d'abord, il faut rappeler que c'est la première fois que Star Wars arrive sous le format d'une série télé live, et il fallait vraiment pas se rater après la postlogie assez chaotique qui n'a pas convaincu grand monde. Et pour s'en charger, Disney a été chercher Jon Favreau, qui est déjà habitué aux héros avec des casques, mais aussi Dave Filoni, à qui on doit la formidable série animée Clone Wars, à voir absolument si vous aimez Star Wars. Il a aussi fait Rebels, que j'ai aussi beaucoup aimé, mais que je ne mettrai pas au même niveau. Les événements de The Mandalorian se déroulent 5 ans après le retour du Jedi et la chute de l'empereur, littéralement. Elle nous raconte les aventures de Mando, un chasseur de primes mandalorien, un peuple qui a la particularité pour certains de ses membres de ne jamais enlever leur casque en public. Mando est interprété par Pedro Pascal, que vous avez peut-être vu dans Game of Thrones, mais il y a en réalité 3 personnes dans son armure. Pedro Pascal donc, pour les scènes de comédie, Brendan Wayne, le petit-fils de John Wayne pour les scènes avec des armes à feu, ce qui est assez ironique, et enfin Lateef Crowder, un spécialiste des arts martiaux, pour les cascades et les combats rapprochés. Mais dans tous les cas, c'est bien Pedro Pascal qui double Mando en post-production dans chaque épisode. D'ailleurs, dans le 4e, ce n'est à aucun moment lui dans l'armure du Mandalorien, car il était en train de jouer au théâtre. Tellement bas les couilles, frère. Mando rencontrera plusieurs personnages dans ses aventures, amis comme ennemis, on va y revenir, mais le plus marquant est bien évidemment Baby Yoda ou The Child, l'enfant en français, dont vous avez forcément entendu parler, même si vous ne connaissez rien à Star Wars. C'est sûrement la meilleure idée marketing depuis Dark Vador il y a 40 ans. Alors on est un peu épargné en France, mais aux USA je peux vous assurer que du Baby Yoda, ils en bouffent matin, midi et soir. Cette série revient aux origines des premiers Star Wars, puisque c'est une sorte de western spatial. Ça me fait un peu penser à la série Firefly de Joss Whedon avec Nathan Fillion, que je vous conseille d'ailleurs, et à des vieux westerns de Clint Eastwood, car le héros Mando est un personnage solitaire qui parle très peu et qui est très mystérieux. Et le fait qu'il porte toujours son casque fait qu'on ne voit jamais ses réactions aux événements ni aux dialogues, mais c'est tellement bien fait qu'on les devine et que ça rend le personnage extrêmement charismatique. Et on sent vraiment qu'on est dans un western, puisque Mando porte ses munitions en bandoulière, ce qui est assez rare dans Star Wars, il a un long manteau de cow-boy, et quand il marche, on entend un bruit d'éperon qui est en fait le bruit de son arme qui claque. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Les cantinas qu'il fréquente sont des saloons, et ce métier de chasseur de primes renvoie directement au Far West. Enfin bref, vous avez compris. Oui. Pour moi, la bonne idée de cette série, c'est justement de proposer quelque chose de différent, qu'on n'a jamais vu dans Star Wars, et pas un énième Jedi qui aurait survécu. Et puis, cette période entre le retour du Jedi et le réveil de la Force n'a pas souvent été abordée, surtout qu'un bon paquet de romans ont été décanonisés par Disney. Que dire d'autre? Les acteurs sont excellents, les scènes d'action sont très bien réalisées, les effets spéciaux sont incroyables, les musiques de Ludwig Göransson sont géniales, chaque épisode a sa propre identité musicale, et on a aussi plein de clins d'œil à l'univers de Star Wars un peu partout, mais on va y revenir. On sent aussi une influence de Game of Thrones, difficile de pas la ressentir, avec par exemple la phrase des Mandaloriens « This is the way », telle est la voix en français, qui est un peu le Valar Morghulis de Game of Thrones. Maintenant, tout n'est pas parfait non plus, cette première saison est assez inégale en qualité, on passe du génial au beaucoup moins génial. Je dirais qu'il y a 2-3 épisodes un peu moins prenants, qui font un peu fillers, mais tous les épisodes qui suivent la trame principale sont de très grande qualité. Par contre, ne vous attendez pas à 8 heures de Star Wars, car les 8 épisodes de cette première saison font environ 38 minutes chacun, générique de fin compris, ce qui est très court, et même qui frôle la demi-heure, ce qui fait qu'on a le sentiment d'avoir des épisodes un peu rushés parfois, contrairement à la série Witcher par exemple, où chaque épisode fait environ 1 heure. C'est pourtant une série à très gros budget, comme The Witcher justement, ou Stranger Things, environ 15 millions de dollars par épisode, ce qui est conséquent, donc il n'y a aucune excuse de faire des épisodes aussi courts. 15 millions de dollars la demi-heure, ça a beau être Star Wars, ça fait un peu cher quand même. En comparaison, le film « Mais qui a retué Pamela Rose » de Cad et Olivier en a coûté 12. Comment ça n'a rien à voir? Mais malgré ça, c'est pour moi ce qui s'est fait de mieux avec Star Wars depuis Rogue One en 2016. Et j'aurais tellement aimé que la postlogie ait le même traitement par Disney, le même soin d'écriture surtout, car on aurait pu avoir une ultime trilogie géniale et cohérente pour conclure la saga Skywalker, et ça maintenant,
bah c'est foutu. En résumé, si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment de vous faire votre propre avis et de voir au moins le premier épisode, qui est à mon sens un des meilleurs pilotes de l'histoire des séries télé, avec ceux de Lost, Breaking Bad, Twin Peaks, Stargate SG1, Lois et Clark et Highlander. Voilà pour cette petite introduction, difficile d'en dire plus, sans se mettre à spoiler, donc on va commencer à analyser chaque épisode chronologiquement. C'est parti! Chapitre 1, le Mandalorien. Ce premier épisode est réalisé par le talentueux Dave Filoni, j'en parlais tout à l'heure, qui est avant tout un fan de Star Wars, proche de George Lucas et très respectueux de la saga. On découvre dès les premiers plans Mando sur une planète gelée qui entre dans une cantina avec des clients un peu louches qui le regardent bizarrement comme dans pas mal de westerns quand un étranger arrive en ville. Évidemment, une bagarre se déclenche, c'est très classique dans les westerns, et on découvre que c'est un chasseur de primes et qu'il est là pour récupérer sa proie, un espèce d'homme-poisson de la race des Mitrolls, mais on va continuer à l'appeler l'homme-poisson parce que c'est plus rigolo. Petit con. Pour le ramener à son vaisseau, ils doivent traverser la glace, et Mando loue un landspeeder, et plutôt que d'en choisir un en très bon état mais piloté par un droïde, il en choisit un tout cabossé de couleur rouge, qui fait beaucoup penser au landspeeder X-34 de Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir, même si j'ai creusé un peu et que ce n'est pas exactement le même modèle. Après quelques péripéties contre un espèce de morse géant, il finit par réussir à ramener l'homme-poisson au vaisseau, le Razor Crest, qui a un peu de mal à démarrer et qui fait exactement le même bruit que le Faucon Millennium dans l'Empire contre-attaque quand l'hyperdrive ne fonctionne pas. L'homme-poisson demande alors à Mando de le laisser rentrer chez lui pour célébrer la fête de la vie avec sa famille, ce qui est une référence au catastrophique téléfilm Holiday Special de 1978 avec justement la famille de Chewbacca. Mando n'est évidemment pas d'accord et l'homme-poisson demande à aller aux toilettes, et c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit des toilettes dans Star Wars. Il essaie en fait de s'enfuir, et alors qu'il faut tout un bordel de machines et de câbles dans l'Empire contre-attaque pour cryogéniser Han Solo, ici en un instant, Mando cryogénise l'homme-poisson directement dans son vaisseau et on découvre qu'il n'en est pas à son premier client. D'ailleurs, quand Mando disait à l'homme-poisson dans la cantina qu'il pouvait le garder au chaud ou le refroidir, c'était littéralement au premier degré. Mando arrive sur la planète Nevarro, aucun lien, elle est fille unique, où il livre ses proies à Greef Karga, un des chefs de la guilde des chasseurs de primes, interprété par le génial Carl Weathers, qui faisait entre autres Apollo Creed dans Rocky, et qui à la base devait porter une prothèse faciale et jouer un alien, mais lors des essais, ils se sont rendus compte que ça le faisait pas et du coup ils ont laissé tomber. Greef propose alors une nouvelle mission très spéciale mais très bien payée à Mando. Ils seront alors chez le client, un impérial interprété par Werner Herzog, dont on ne connaît pas le nom, mais avec pas mal de Stormtroopers pour le protéger, donc on devine qu'il est important. Alors oui, on a beau être 5 ans après la chute de l'empereur, il y a encore des impériaux, même s'ils font profil bas. Là par exemple, ils sont dans la bordure extérieure, une région très éloignée de la galaxie. Au passage, l'espèce d'œil mécanique devant la planque des impériaux, c'est exactement le même que devant le palais de Jabba the Hutt dans le Retour du Jedi, et c'est normal quelques années après de retrouver les mêmes technologies. Bref, Mando accepte la mission de retrouver un individu de 50 ans sans beaucoup plus de précision, et reçoit une avance sur salaire, du Beskar, un matériau sacré très précieux pour les Mandaloriens, qui leur permettent de forger des armures très résistantes. C'est une sorte de mithril dans le Seigneur des Anneaux. Il n'y va pas non plus totalement à l'aveugle car il a un tracker ou marqueur, une sorte de dispositif pour que les chasseurs de primes puissent traquer leurs cibles. Mando va ensuite dans le repère secret des Mandaloriens dans les égouts qui vivent cachés sous terre. On voit d'ailleurs qu'ils portent tous un casque, même les enfants. Il s'y fait forger une nouvelle épaulière ou pauldron avec le Beskar par la forgeronne ou armurière mandalorienne interprétée par Emily Swallow qui est aussi Lisa Tepes, la femme de Dracula dans l'excellente série animée Castlevania de Netflix et qui a aussi un petit rôle dans The Last of Us 2. Au passage, quand Mando repart, on peut apercevoir sur le marché dans une cage un Kowakien, la même race d'extraterrestres que Crumb, l'animal domestique insupportable de Jabba the Hutt, qui regarde un autre Kowakien en train de rôtir à la broche. Putain, ça me donne faim. Je me ferais bien un kebab. Bref, Mando part sur la planète Alvara 7 où il décide d'atterrir en plein désert, vraiment très loin de sa cible, sûrement pour ne pas être repéré comme sur la planète des glaces. Il fait la rencontre d'un Ugnaught, une race d'extraterrestres très moche qu'on a découvert, si je me trompe pas, dans l'Empire contre-attaque sur Bespin. Cet Ugnaught s'appelle Kuiil, il est interprété par Misty Rosas et doublé par Nick Nolte, que vous connaissez forcément, c'est une légende vivante, et il termine presque toutes ses phrases en disant « I have spoken » ou « ainsi ai-je parlé ». D'ailleurs à la base, il ne devait même pas parler mais communiquer en faisant des groins-groins comme un cochon, alors ils se sont rendu compte que c'était peut-être pas une très bonne idée et ils lui ont donné des vrais dialogues. Kuiil en a marre de voir défiler des chasseurs de primes qui essayent de remplir la même mission que Mando et il décide de l'aider, mais pour cela il doit apprendre à monter un blurg car le chemin est, je cite,
impraticable sans un blurg. Les blurgs qui sont une espèce de tête de poisson qui marche, on les avait déjà vus dans Clone Wars et Rebels, et ils sont là encore une fois pour nous rappeler que nous sommes dans un western et que le héros doit apprendre à dompter sa monture. Bref, ils finissent tous les deux par partir vers le camp ennemi et Mando se retrouve à faire équipe avec le droïde chasseur de primes IG-11, oui j'ai regardé en VO, interprété par l'excellent Taika Waititi qui réalisera d'ailleurs un épisode de cette série, donc on reviendra sur lui tout à l'heure. IG-11 qui à la moindre difficulté menace de se faire exploser, ce qu'il ne fera pas car après un combat absolument épique, il tue tous les méchants et finissent par trouver la cible et on découvre que c'est un adorable bébé de la même race que Yoda qui est appelé officiellement The Child ou l'enfant, mais ça va être difficile de l'appeler autrement que Baby Yoda dans cette vidéo. Et avant que IG-11 ne tue froidement Baby Yoda, Mando prend les devants et fait un headshot sur le droïde pour lui sauver la vie. Et l'épisode se termine alors que Mando et Baby Yoda se tendent la main et plus précisément le doigt. Voici mon doigt. Comme Dieu a Adam, représenté par Michelangelo sur le plafond de la chapelle Sixtine, ou, si vous préférez quelque chose de plus contemporain, Elliot a E.T. Deux choses importantes ici, la première c'est la contradiction entre ce personnage de Mando qu'on nous présente pendant tout l'épisode comme froid, sans émotion, on ne sait pas si c'est un gentil ou un méchant, et qui finit dans les dernières secondes par nous montrer qu'il a un cœur. À moins qu'il veuille juste ramener la cible en vie pour avoir la prime complète. C'est possible aussi. La seconde, c'est cette idée géniale, très fanservice, on va pas se mentir, de ce bébé Yoda qui est donc de la même race que Yoda, même si au final on n'a jamais su le nom de cette race, uniquement qu'ils sont très sensibles à la force et qu'ils sont très peu nombreux dans Star Wars. Jusqu'à présent, le seul autre personnage connu de cette race, à part Yoda, c'était Yaddle, une maître Jedi qu'on peut apercevoir très brièvement au Conseil Jedi dans la menace fantôme, mais qui meurt juste avant la guerre des clones. Alors d'où est-ce que Baby Yoda vient? Est-ce que c'est le fils de Yoda et de Yaddle? Est-ce que c'est un clone de Yoda? Lorsque Mando est dans le repère du client impérial, il y a un scientifique, le docteur Pershing, interprété par Omid Aptai, que vous avez peut-être vu dans 24 heures chrono ou Homeland, et il porte une blouse de Kamino, la planète où les clones ont été créés dans la prélogie. Donc, est-ce qu'il serait possible qu'un clone de Yoda ou de Yaddle ait été créé à cette époque et il aurait maintenant la cinquantaine? C'est techniquement possible au niveau de la timeline, car on est 41 ans après la menace fantôme, et je rappelle que cette race vieillit beaucoup plus lentement que les humains. Ou alors c'est une naissance naturelle et les impériaux veulent le cloner et en faire une armée, on ne sait pas, ça va être toute la question autour de cette série. Et pour finir avec Baby Yoda, ce n'est pas un effet spécial en 3D, c'est une vraie marionnette à l'ancienne, et c'est le cas pour presque tous les aliens et les créatures dans cette série. À la manière de Rogue One, ils ont essayé d'avoir le moins recours possible aux effets spéciaux, et c'est très appréciable, ça rend vraiment l'univers crédible. N'est-ce pas Jar Jar? Au passage, et comme pour chaque épisode, le générique de fin ce sont de magnifiques artworks de tous les moments importants de l'épisode, parfois carrément animés, et c'est vraiment très réussi. On sent la touche de Dave Filoni. Ce premier épisode est absolument génial, c'est un exemple de ce qu'il faut faire dans un pilote d'une série télé. Il y a de l'action, une histoire qui a l'air intéressante, un début de développement de personnages, et puis à la toute fin, cette cerise sur le gâteau, Baby Yoda qui te donne vraiment envie de voir la suite. Chapitre 2, l'enfant. Cet épisode est réalisé par Rick Famuyiwa, un réalisateur assez méconnu, proche de Forest Whitaker, qui avait interprété Saw Gerrera dans Rogue One. On retrouve Mando et Baby Yoda dans son espèce de landau volant, on va l'appeler comme ça, sur le chemin du retour vers le vaisseau de Mando. On avait d'ailleurs déjà vu cette sorte de landau volant dans une version plus adulte, dans l'attaque des clones, justement utilisée par Yoda. Bref, ils se font prendre en embuscade par d'autres chasseurs de primes à la recherche aussi de Baby Yoda. Mando les explose et on découvre que son fusil désintègre complètement les gens, chose que de mémoire je n'avais jamais vue dans Star Wars. Je peux me tromper, vous me direz, mais ça m'a fait penser à cette phrase de Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Quand il demande aux chasseurs de primes de retrouver les rebelles, il leur dit « pas de désintégration ». Cette phrase prend tout son sens presque 40 ans plus tard. Pour être complet, ce fusil très particulier était d'ailleurs celui de Boba Fett dans le Holiday Special de 1978. Ils finissent par retourner au vaisseau et ils ont donc réussi à franchir ce fameux passage infranchissable sans blurg, à pied, mais ils arrivent pour constater que le Razor Crest est en train de se faire piller par des Jawas. Mando les chasse sans aucune pitié avec son fusil désintégrateur, et c'est assez jubilatoire d'ailleurs de voir ces putains de Jawas exploser comme ça. Les Jawas s'enfuient et il prend en chasse leur char des sables dans une très bonne scène d'action avec notamment un passage qui fait beaucoup penser à la poursuite en char de Indiana Jones et la dernière croisade, mais Mando finit par échouer en tombant du haut du char des sables et s'en tire miraculeusement sans rien de casser. Sacrée poursuite, hein. Son vaisseau étant en morceaux, Mando décide de retourner voir Quill pour lui demander de l'aide. Et on voit Baby Yoda manger une grenouille et c'est trop mignon. Dans Lois et Clark, les clones mangent des grenouilles, peut-être que c'est un indice sur ce qu'est Baby Yoda. Ou alors c'est juste moi qui essaye de parler de Lois et Clark dans une vidéo sur le Mandalorian.
Bref, Quill le conduit chez les Jawa pour faire un marché, et alors qu'il a tué 4 ou 5 Jawa juste avant, les Jawa acceptent sans problème de lui rendre ses pièces de vaisseau, à condition qu'il leur ramène un œuf. Mando part alors avec Baby Yoda affronter un Mudhorn, une sorte de rhinocéros, et alors que Mando se fait sévèrement botter le cul, Baby Yoda utilise pour la première fois la force pour sauver Mando, qui achève le Mudhorn. Au passage, Mando n'a apparemment aucune idée de ce qui vient de se passer, ou de ce qu'est la force. Oui, contrairement à la postlogie, dans cette vision de l'après-retour du Jedi, Luke Skywalker n'était apparemment pas une si grande légende que ça. Mando ramène l'œuf poilu au Jawa, qui le bouffe directement sans le faire cuire, ce qui est parfaitement dégueulasse, et Mando récupère les pièces de son vaisseau. Il y retourne alors avec Quill, qui l'aide à le réparer, et en une nuit, le vaisseau est comme neuf. Alors je sais que les Ugnaughts sont des très bons techniciens, mais là c'est un peu débile quand même. Mando lui propose de le rejoindre, mais Quill refuse, et Mando repart avec Baby Yoda. J'ai trouvé que ce second épisode faisait un peu filler. Peut-être pas filler, c'est un peu dur comme terme, mais si vous voulez, c'est plus une extension du premier épisode, comme si on rajoutait une demi-heure au pilote pour faire un espèce de gros pilote d'1h30, ce qui aurait été très sympa aussi, plutôt qu'un vrai épisode, puisque ce qui se passe à l'intérieur n'apporte pas grand-chose, ça participe juste au développement du personnage de Mando et de Baby Yoda, qui peut donc utiliser la force. Chapitre 3, le péché. Un épisode réalisé par Deborah Chow, une habituée des séries télé qui a notamment travaillé sur Mr. Robot ou Better Call Saul, et bientôt sur la série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor. L'épisode commence avec Baby Yoda qui joue avec les commandes du vaisseau, enfin avec une petite boule d'un des leviers de commande, parce qu'il est vraiment trop mignon. Ils atterrissent sur Nevarro et Mando va livrer froidement Baby Yoda aux Impériaux en échange de son Beskar. D'ailleurs, il le récupère dans une sorte de coffre en forme de sorbetière, déjà aperçu brièvement dans l'Empire contre-attaque pendant que le héros fuit la cité des nuages. Le coffre était porté par un personnage appelé Willrow Hood, il a même son propre culte avec des cosplayers et même une figurine officielle alors qu'à la base c'était juste un figurant qui passait derrière. Rien n'est fait au hasard dans cette série, hein. C'est vraiment fait par des fans, pour des fans. Vous vous rendez compte le nombre de petits détails que personne verra? C'est incroyable je trouve. Bref, Mando retourne voir la forgeronne avec son énorme quantité de Beskar et lui demande de lui forger une nouvelle armure, tout en prenant soin de laisser une partie du Beskar pour les orphelins mandaloriens. Elle lui donne aussi des sortes de petits missiles à tête chercheuse apparemment très rares. Mais Mando se fait accrocher par un autre mandalorien très costaud du nom de Paz Vizsla, interprété par Tate Fletcher, déjà aperçu dans Breaking Bad, et il commence à se battre à la vibrolame, une espèce d'épée qui peut être plus ou moins courte, et je crois que c'est la première fois qu'on voit une vibrolame dans autre chose qu'un jeu vidéo, un dessin animé ou un roman. Oui, parce que tout ce Beskar rend un peu jaloux les autres Mandaloriens et le fait qu'ils proviennent de ce qui est appelé la Grande Purge de l'Empire crée des tensions, même si à ce moment-là on a très peu de détails sur ce qu'est cette purge, même si on devine que du temps de l'Empereur, l'Empire a probablement dû chasser les Mandaloriens et confisquer leur Beskar. D'ailleurs, dans cet épisode, comme tout le long de la saison, Mando va avoir des flashbacks très courts et assez désordonnés de son passé, mais j'en parlerai directement dans le dernier épisode quand on aura le flashback en entier. Mando retourne voir Greef pour lui demander une autre mission, Greef qui en tant qu'intermédiaire a lui aussi reçu une belle récompense et montre la plaque de Beskar à Mando qu'il garde précieusement dans la poche intérieure de son manteau près de son cœur. D'ailleurs, on peut aussi voir dans la cantina un personnage qui ressemble beaucoup à Constable Zuvio, un alien qui devait apparaître dans le réveil de la force sur Jakku, mais qui a été coupé au montage alors même que des figurines avaient déjà été produites, c'est vous dire à quel point elles se sont bien vendues. Mando choisit sa nouvelle mission, un Mon Calamari de la même race que l'amiral Akbar, mais alors que son vaisseau s'envole dans l'espace, il tombe sur la petite boule du levier de commande avec laquelle jouait Baby Yoda et il commence à avoir des regrets. Il fait alors demi-tour et retourne à la planque des Impériaux et les bute tous à la John Wick. Il utilise même les petits missiles téléguidés qu'il a eu un quart d'heure plus tôt pour se sortir d'une situation difficile. C'est quand même bien foutu. Il épargne tout de même le Dr Pershing et on peut aussi apercevoir dans le laboratoire le même modèle de droïde que le droïde interrogatoire qui interroge la princesse Leia sur l'étoile noire dans Un Nouvel Espoir. Il repart avec Baby Yoda, mais vu qu'il a enfreint le code des chasseurs de primes, il devient lui-même une proie. Mais je trouve que ça va un peu vite parce que à peine sorti de chez l'Impérial, tous les chasseurs de primes ont un tracker qui bip, certainement pour leur indiquer de chercher Mando. Bref, il se retrouve donc à affronter seul tous les chasseurs de primes menés par Greef, qui lui propose d'abord de se rendre car on sent qu'il y a un respect mutuel entre les deux hommes. Mando refuse et engage le combat, et alors que la situation est désespérée, les Mandaloriens menés par Paz Vizsla sortent de leur cachette et viennent l'aider. Après un combat absolument épique, il réussit à s'enfuir de la ville avec Baby Yoda, mais une fois arrivé à son vaisseau, Greef lui tient une embuscade et pour se défendre, Mando lui tire dessus
dessus, mais pas n'importe où, précisément sur sa plaque de Beskar, dans la poche intérieure de son blouson, près du cœur, et on devine que Mando a fait exprès pour ne pas le tuer. Au passage, c'est encore une référence à Clint Eastwood, dans le film Pour une poignée de dollars, déjà reprise dans beaucoup d'autres films, comme Retour vers le futur 3. Et apparemment, le rôle de Greef aurait dû s'arrêter là, car Carl Weathers ne devait apparaître que dans 2 épisodes, le 1 et donc le 3 où il devait mourir, mais il sera finalement prolongé et on sera amené à le revoir. L'épisode se termine alors que Mando part dans l'espace avec Baby Yoda et lui redonne la petite boule du levier de commande. Cet épisode était excellent, un des meilleurs de la saison. J'ai vraiment cru que Mando allait se barrer, mais non, il revient pour sauver Baby Yoda et cette charge des Mandaloriens à la fin, elle est exceptionnelle. C'est fou, cet épisode est complètement fou et j'ai juste envie de voir la suite là. Chapitre 4, le sanctuaire. Un épisode réalisé par Bryce Dallas Howard, la fille de Ron Howard, qui nous avait fait le très inutile Solo, mais aussi le Da Vinci Code. Vous avez pu la voir dans Le Village ou encore Spider-Man 3, mais en tant que réalisatrice, elle n'a fait que quelques courts-métrages et téléfilms. Alors que Baby Yoda essaye de faire cracher le vaisseau en appuyant sur tous les boutons parce qu'il est trop mignon, Mando décide de se rendre sur la planète sauvage Sorgan ou Sorgan pour faire profil bas après leur fuite de Nevarro. Il se retrouve dans une cantina où Mando retrouve une vieille amie, Cara Dune, une ex-shock trooper rebelle, interprétée par Gina Carano, une ancienne championne de MMA. Ça veut dire qu'elle a une très bonne assurance. Vous avez pu la voir dans Deadpool ou encore dans Kickboxer Vengeance avec Jean-Claude Van Damme. Et leurs retrouvailles sont mouvementées car elle a déserté la Nouvelle République et sa tête est mise à prix, du coup elle pensait que Mando était là pour elle et... Oh, il est trop mignon avec son petit bol! D'ailleurs, ce n'est qu'après un second visionnage que je me suis rendu compte que ce qu'elle a à côté de son œil, ce n'est pas un grain de beauté, mais en fait un petit tatouage du sigle rebelle. Si, juste là. Pour finir avec Cara, on apprend qu'elle déteste les impériaux car elle est originaire d'Alderaan, la planète qui a été détruite par la première étoile de la mort dans le tout premier Star Wars. Mando et Cara se retrouvent tous les deux engagés par un village de pêcheurs pacifiques pour le défendre contre une bande de pillards qui les terrorise et qui leur volent leur spotchka, un alcool fait à base de crevettes bleues appelé krill qu'ils pêchent dans des étangs. Et si ce synopsis vous dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est celui des 7 mercenaires qui est lui-même un remake des 7 samouraïs de Akira Kurosawa, enfin sans les crevettes bleues. Bref, il s'installe dans le village et on a le droit à un peu de développement de personnage de Mando qui se fait ouvertement draguer par Omera, la veuve du village, interprétée par Julia Jones, que vous avez peut-être vu dans Westworld ou dans Twilight. On apprend que Mando est un orphelin recueilli par les Mandaloriens, on comprend mieux pourquoi il n'a pas pu abandonner Baby Yoda, orphelin lui aussi, et que depuis l'enfance, Mando n'a jamais enlevé son casque devant quelqu'un, que s'il le fait, il sera déshonoré et il ne pourra plus le remettre. Et littéralement 20 secondes après qu'il ait quitté la hutte, Mando enlève son casque pour manger une sorte de fromage moisi juste devant la fenêtre où il regarde les enfants jouer avec Baby Yoda. Donc là, il suffit que l'un d'entre eux lève la tête et c'est foutu pour ton honneur, Mando. À la boulette. D'ailleurs, ça ne se voit pas sur une image fixe évidemment, mais peu de temps après dans l'épisode, Baby Yoda est complètement figé au loin, immobile, lorsqu'il joue avec des enfants, et on voit clairement à ce moment-là que c'est une marionnette, et l'effet est assez dégueulasse, alors que tout le reste du temps, il est plutôt bien animé. Bref, Mando et Cara partent en éclaireur et découvrent que les pillards ont un AT-ST, un Walker impérial, et que ça complique sérieusement la situation. Ils annoncent alors aux villageois que c'est trop dangereux, qu'il faut partir, mais les villageois ne veulent pas car c'est l'unique endroit pour pêcher les crevettes bleues, donc Mando et Cara vont les entraîner à se défendre. Et ça tombe bien puisque Mando avait justement avec lui 2 caisses d'armes de sa réserve personnelle à distribuer gratuitement aux villageois. Sympa ce Mando! C'est super sympa. Au passage, Omera est la seule habitante du village à avoir une expérience avec les armes, puisqu'elle manie parfaitement son fusil Relby V10, qui est le même modèle que celui du chasseur de primes Bossk. Et on ne saura jamais pourquoi, car son histoire ne sera pas racontée, peut-être si l'épisode avait été un peu plus long. Comme ma bite. Et après quelques péripéties de Mando et Cara dans le camp des pillards, c'est la grosse bataille de nuit où les fermiers qui ont appris à se battre en quelques heures se défendent très bien contre les pillards surentraînés. Les gentils finissent par gagner sans aucune perte humaine, je crois. Baby Yoda continue de bouffer des grenouilles et la veuve, qui a pas du tout envie de rester veuve, propose à Mando de rester vivre dans le village. Il refuse, mais il lui demande de s'occuper de Baby Yoda pour qu'il soit en sécurité. Mais patatras, 10 minutes plus tard, un chasseur de primes les retrouve et ils sont obligés de repartir et... Oh, il est vraiment trop
mignon. Je qualifierais ce 4e épisode de correct. Voilà, après 3 premiers épisodes au rythme effréné, il fallait forcément que l'action ralentisse un petit peu, qu'on prenne le temps de poser les personnages, donc on en apprend plus sur Mando, ça c'est très bien. On découvre Cara Dune qui sera un personnage important pour la suite. Après il se passe pas grand chose dans l'épisode, mais c'est pas un mauvais épisode. Chapitre 5, Mercenaires. Réalisé par Dave Filoni qui s'initie son second épisode de la saison, il commence par quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans la série, une bataille spatiale entre Mando et un chasseur de primes. D'abord mis en difficulté, Mando finit par l'exploser avec une grande classe, histoire de nous montrer que c'est aussi un excellent pilote, mais le Razor Crest est endommagé et Mando doit atterrir sur une planète proche pour faire des réparations. Et cette planète se trouve justement être Tatooine, qu'on n'avait pas vu depuis la revanche des Sith en 2005, et l'épisode nous fait la totale avec Mos Eisley et sa cantina extrêmement bien reproduite, que ce soit le décor ou les aliens dedans pour coller à l'original d'il y a 40 ans dans le premier Star Wars. On retrouve même le droïde R5-D4 qui avait explosé dans un Nouvel Espoir et qui après avoir été réparé est devenu serveur dans cette cantina. D'ailleurs ce sont maintenant des droïdes qui gèrent le bar alors que dans un Nouvel Espoir ils étaient interdits dans la cantina, ce qui est assez ironique. C'est en effet un droïde EV9D9 aperçu dans le Retour du Jedi dans le palais de Jabba qui est derrière le comptoir et il est doublé par Mark Hamill, rien que ça. Pour se faire de l'argent et payer les réparations de son vaisseau, Mando laisse Baby Yoda avec la gérante du hangar où il est stationné et ses robots mécaniciens qui sont du même modèle que ceux que l'on peut voir pendant la course de potes de la menace fantôme, et il accepte de s'allier avec un apprenti chasseur de primes sans aucun charisme du nom de Toro Calican, interprété par Jack Canaval, que vous avez sûrement vu dans pas grand chose en fait, mais qui a eu les couilles de dire que l'ascension de Skywalker était à chier alors qu'il était en contrat avec Disney, et rien que pour ça, il a tout mon respect. Et à sa première apparition dans la cantina, il est d'ailleurs assis exactement à la place où Han Solo tire sur Greedo dans le tout premier film. Oui, faut arrêter les conneries George, hein, c'est Han qui a tiré en premier. Non. Bref, ils se mettent à la poursuite de la chasseuse de primes vétéran Fennec Shand, interprétée par Ming-Na Wen, qui jouait Chun-Li dans Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, encore lui, mais aussi dans Stargate Universe, le second spin-off de la série Stargate SG-1. Ils partent alors dans le désert sur un modèle de speederbike très proche de celui utilisé par Luke et Leia sur Endor dans le Retour du Jedi. Toro fait d'ailleurs aussi référence à Corellia, la planète d'origine de Han Solo. Ils croisent des Tusken, ou hommes des sables, et quand Toro les observe avec les jumelles, on a ici presque exactement la même vue que dans les jumelles de Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. Et plutôt que de les attaquer, Mando décide de communiquer avec eux en utilisant le langage des signes, ce qui est très surprenant. On a toujours vu les hommes des sables comme une tribu très agressive, mais en fait il suffisait juste de leur parler. Bonjour. Après quelques péripéties, ils se font prendre en embuscade par Fennec Shand et son fusil sniper, et ce n'est qu'à son Beskar que Mando doit la vie car elle le touche plusieurs fois. Il se réfugie derrière une dune. Attention, hein, une vraie dune, hein, pas Cara. Et là, j'ai du mal à comprendre pourquoi Fennec ne fait pas de headshot sur eux alors qu'ils ont la tête complètement à découvert et que son fusil est à portée puisque sur son dernier tir, elle touche Mando au niveau de la dune. Ils finissent par la capturer et contre toute attente, Toro décide de trahir Mando quand Fennec lui apprend qu'il vaut beaucoup plus d'argent qu'elle. Profitant que Mando soit parti chercher une monture pour le voyage retour, il la tue et part pour le hangar où est stationné le Razor Crest, où il prend en otage la mécanicienne et Baby Yoda. Mando n'est pas content et décide de prendre le taureau par les cornes. Il arrive au hangar et grâce à une feinte qu'il a vue dans le premier Die Hard, il cache une grenade aveuglante dans son dos, aveugle le taureau et le tue pour sauver Baby Yoda. Puis il paye les réparations à la mécanicienne et quitte Tatooine. La mécanicienne qui demande d'ailleurs à ses droïdes de faire disparaître le corps de Toro dans le canyon du mendiant, qui vous dit forcément quelque chose puisqu'il faisait partie du tracé de la course de pod dans l'épisode 1, mais c'est aussi là où Luke Skywalker et son ami Biggs participaient 10 ans plus tôt à des courses de vaisseaux. Et à la toute fin de l'épisode, on voit un mystérieux personnage qui découvre le cadavre de la chasseuse de primes. On ne voit pas son visage et il fait nuit, mais il est possible que ça soit Boba Fett, car quand il marche, ça fait le même bruit que Mando, cette espèce de bruit d'éperon, que Boba fait d'ailleurs aussi quand il marche dans la première trilogie. Alors vous allez me dire que Boba Fett est mort dans le Retour du Jedi, et ben je vous répondrai que Dark Maul était mort aussi, donc on sait jamais. Une dernière toute petite chose sur cet épisode, je trouve que sur un des artworks du générique de fin, Toro a exactement la même tête que Orlando Bloom. Enfin c'est complètement lui quoi. On peut dire que c'est le premier vrai épisode fillers de la série, alors avec oui, beaucoup de clins d'œil, mais ça suffit pas pour en faire un épisode intéressant, et disons-le clairement, ça casse pas 3 pattes à un rancor. Chapitre 6, le prisonnier.
Second épisode réalisé par Rick Famuyiwa, il commence avec le Razor Crest qui arrive dans une sorte de garage spatial. Mando y retrouve une de ses anciennes connaissances, Ranzar Malk, dit Ran, interprété par Mark Boone Jr. que vous avez peut-être vu entre autres dans Batman Begins. Ce dernier propose à Mando une mission très particulière, faire s'échapper un détenu d'une prison de la Nouvelle République. Pour cela, il devra faire équipe avec des gens patibulaires, mais presque. Mayfield, un ancien Sharp Trooper impérial interprété par Bill Burr, aperçu dans Breaking Bad, qui va sans cesse provoquer Mando, comme quand il le traite de Gungan et que c'est donc pour ça qu'il ne retire pas son casque. Il va même jusqu'à faire une imitation de Jar Jar, ce qui n'est pas très sympa. Mais aussi Burg, un des Varoniens massifs et très agressifs, une race qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans le tout premier Star Wars dans la cantina de Mos Eisley. Il est interprété par Clancy Brown, le légendaire Kurgan de Highlander, mais vous avez aussi pu le voir dans l'excellent jeu vidéo D3 Become Human, et c'est aussi la voix de Savage Opress, le frère de Dark Maul dans la série Clone Wars. Xi-Han, une Twi'lek psychopathe, apparemment ancienne amante de Mando, interprétée par Natalia Tena de Game of Thrones. Alors c'est le premier personnage que j'ai trouvé absolument insupportable dans cette série, l'actrice en fait des tonnes. Et enfin, le pilote droïde Q90, surnommé Zero, dont on ne sait pas grand chose, sinon qu'il ressemble vaguement au droïde de protocole RA7, rencontré notamment sur la première étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir. Il est interprété, ou plutôt doublé, par Richard Ayoade de The Hit Crowd. Et tout ce petit monde va partir dans le Razor Crest, un des rares vaisseaux qui n'est pas repéré par les scanners de la Nouvelle République, pour délivrer le mystérieux prisonnier de sa prison spatiale. À leur arrivée, ils affrontent quelques droïdes de sécurité, enfin surtout Mando, qui encore une fois atomise ses adversaires avec une classe folle, et une fois dans la salle de contrôle, ils font face à un soldat de la Nouvelle République, interprété par Matt Lanter, le doubleur de Anakin Skywalker dans la série Clone Wars. S'ensuit un débat animé entre Mayfield et Burg, qui veulent tuer le soldat, et Mando qui refuse qu'il y ait des pertes humaines. Tout ça sous la forme d'une impasse mexicaine, une situation où plusieurs individus se menacent mutuellement avec une arme, et où personne n'a intérêt à tirer le premier sous peine que tout le monde meure. Encore une fois, un procédé assez classique dans les westerns. La Twi'lek finit par attaquer par surprise le soldat avec un lancer du couteau que n'aurait pas renié Danny Trejo et le tue instantanément. Mais dans un dernier geste, le soldat active une balise pour prévenir les renforts de la Nouvelle République. Ils finissent par trouver la cellule du fameux prisonnier et on découvre que c'est Queen, le frère de Xi-Han, interprété par Ismael Cruz Cordova, que l'on retrouvera bientôt dans la série Amazon Le Seigneur des Anneaux dont on parlera évidemment ici. On découvre aussi qu'il s'entend pas vraiment avec Mando puisque tout ceci était un piège. Oh bah ça alors, un piège! Et que Mando est poussé dans la cellule de Queen par ses ex-partenaires qui s'en vont sans lui. Je vous traînerai aux assises, bande d'enculés! Bref, Mando finit par se libérer au bout de 17 secondes de captivité et va ensuite neutraliser un par un chacun de ses ex-partenaires à la manière d'un slasher. Il affronte Burg dans un combat très violent, puis il fait face à Xi-Han en se protégeant de ses couteaux comme le ferait Wonder Woman avec ses bracelets, et la façon dont il élimine Mayfield est laissée à l'imagination du spectateur. Il finit par capturer Queen et le ramène dans le vaisseau au bon moment pour sauver Baby Yoda qui était sur le point de se faire tuer par Zero, ce qui n'est vraiment pas très sympa. Mando ramène Queen au garage, récupère sa récompense auprès de Ran et se barre vite fait. Et alors que Ran fait décoller un vaisseau d'assaut pour aller abattre le Razor Crest, on découvre que Mando a laissé la balise sur Queen et quelques instants plus tard, 3 X-Wing de la Nouvelle République arrivent sur place. Ils prennent la présence du vaisseau d'assaut pour une menace et ils atomisent sans sommation le garage spatial, tuant au passage Queen et Ran, enfin on n'est pas sûr à 100% mais ça sent pas bon pour eux. Tout ça tandis que Mando et Baby Yoda passent tranquillement en vitesse lumière vers de nouvelles aventures. Et dans les dernières secondes de l'épisode, on découvre que Mayfield, Burg et Xi-Han sont enfermés dans une cellule de la prison de la Nouvelle République, car évidemment Mando est un gentil et il ne les a pas tués. Quelques petites choses à dire sur cet épisode que j'ai trouvé un peu décevant, un peu trop classique, encore une fois, sans surprise. Déjà que dans la prison, on peut apercevoir dans une cellule un Ardennien de la même race que Rio Durant, aperçu dans Solo et qui était interprété par Jon Favreau. Et que les 3 pilotes des X-Wing ne sont autres que Dave Filoni, Deborah Shaw et Rick Famuyiwa, tous 3 à la réalisation d'épisodes dans cette première saison. Je suis un peu mitigé sur cet épisode, je le qualifierais presque d'un second fillers d'affilée, mais c'était pas non plus un mauvais épisode, il se laisse regarder et c'était intéressant de voir d'autres aspects du travail de Mando. Chapitre 7, la confrontation.
C'est le début du double épisode final de cette première saison. Il est réalisé par Deborah Shaw qui avait déjà réalisé le 3e épisode. Mando reçoit un message de Greef Karga qui lui propose de tendre un piège au client impérial dont on ne connaît pas le nom pour se racheter vis-à-vis de la guilde. Conscient que sinon il sera pourchassé toute sa vie, Mando accepte l'offre et comme dans Mass Effect 2, tous les alliés qui s'est fait dans ses aventures vont l'aider pour le combat final. Il commence par aller chercher Cara Dune qui était restée sur la planète Sorgan ou Sorgan et dès qu'elle apprend qu'il s'agit d'impériaux, elle accepte direct. Il va ensuite chercher Quill et le droïde tueur du premier épisode IG-11 que Quill a récupéré, rafistolé et reprogrammé pour en faire un droïde d'aide à la personne. Enfin en gros. On apprend aussi que Quill était en fait un esclave de l'Empire et qu'il a gagné sa liberté. Bref, ils partent tous dans le Razor Crest avec les Blurg, direction Nevarro. Pendant le trajet, Mando et Cara font un bras de fer, Baby Yoda pense qu'ils se battent et il commence à étrangler Cara avec la force, comme Dark Vador, c'est trop mignon. Mando pose le Razor Crest très loin de la ville, au point de rendez-vous, là où Greef Karga l'attend avec ses hommes. Greef qui porte toujours le même manteau troué par Mando dans le 3e épisode. Le mec c'est un des chefs de la guilde et il a qu'un manteau. Beau manteau. Ils partent tous ensemble vers la ville avec les Blurg, mais sans IG-11 car Mando ne lui fait pas confiance même s'il a été reprogrammé et il lui demande de rester surveiller le vaisseau. La nuit tombe, du coup la petite troupe s'arrête pour camper et ils sont attaqués par des espèces de ptérodactyles dans une scène esthétiquement très jolie. Mais Greef est grièvement blessé pendant l'attaque et Baby Yoda le soigne avec la force, chose qu'on n'avait encore jamais vue dans du Star Wars avec des acteurs puisque cet épisode a été diffusé aux USA quelques semaines avant la sortie de l'épisode 9 au cinéma où Rey possède le même pouvoir. Finalement, Greef tue ses propres hommes et confesse à Mando et à Cara que c'était un piège. Il décide de changer de plan, Greef et Cara vont faire semblant de livrer Mando et tuer l'impérial dont on ne connaît pas le nom, pendant que Quill et Baby Yoda repartent eux en Blurg vers le vaisseau. Petit détail au passage, pour éviter de se faire repérer au bout de 2 secondes, Cara cache son autre tatouage rebelle, celui à l'épaule qui ressemble à un code barre, avec un foulard ou je ne sais quoi, et sur le plan d'après, il n'y a plus de foulard. Très bien vu ça, Michel. Ils arrivent dans la ville qui est donc aux mains des impériaux, ils entrent avec le landau vide dans la cantina où le client impérial dont on ne connaît pas le nom les attend et quelques minutes plus tard ils se font tous attaquer par Moff Gideon, un ancien officier de l'Empire qui dirige désormais un vestige de l'Empire. Il est interprété par Giancarlo Esposito, bien connu pour son rôle culte dans Breaking Bad. Son entrée est d'ailleurs assez théâtrale puisqu'il débarque dans un Outland TIE Fighter qui a la particularité de replier ses ailes à l'atterrissage et son armée de Death Troopers et de Stormtroopers atomise littéralement la cantina et tout le monde à l'intérieur, tuant au passage le client dont on ne connaîtra du coup jamais le nom. D'ailleurs, au moment du tournage, il n'avait pas assez de figurants pour les Stormtroopers et ce sont donc des cosplayers amateurs de la 501e Légion qui ont été appelés en urgence pour apparaître dans la série et leurs cosplays sont tellement bien faits qu'on voit absolument pas la différence entre les vrais costumes de la prod et ceux des cosplayers. Mais revenons à la série, la question là c'est pourquoi est-ce que Gideon sacrifie le vieil impérial dont on connaîtra jamais le nom et une bonne dizaine de Stormtroopers comme ça? Il veut aussi récupérer Baby Yoda j'imagine, alors pourquoi prendre le risque de le tuer? Il a aucun moyen de savoir à ce moment là que le landau est vide. Bref, Mando qui a survécu à l'attaque avec Cara et Greef contacte alors Quill par radio en lui disant de quitter la planète au plus vite avec Baby Yoda, mais la transmission est interceptée par des Scout Troopers qui vont aller tuer Quill et récupérer Baby Yoda. C'est une triste fin pour Quill, je m'étais vraiment attaché à ce personnage, mais ça vient conclure un excellent épisode et ça fait plaisir entre guillemets d'enfin voir du Star Wars qui a des couilles et qui fait mourir des personnages importants. Et c'est là que tu te dis que si Mando avait laissé IG-11 venir, il aurait pu escorter Quill et Baby Yoda et il serait peut-être pas mort. Mais sa peur des robots a eu raison de sa logique. Une peur des robots qu'on va mieux comprendre dans le fantastique dernier épisode de cette première saison. Chapitre 8, Rédemption. Cet ultime épisode est réalisé par Taika Waititi, à qui on doit entre autres l'excellent Thor Ragnarok, et qui a aussi été choisi pour réaliser le prochain film Star Wars. C'est aussi lui qui fait la voix de IG-11. Les Scout Troopers ramènent Baby Yoda près de la ville, et dans l'attente de leurs instructions, ils font un concours de visée avec leurs minuscules armes de poing. Ils essayent de toucher un objet au sol, et ils y arrivent pas, ce qui est un clin d'œil évidemment au fait que pendant toute la première trilogie, les Stormtroopers ne savent pas viser, à moins que ça soit leurs armes qui soient très mal calibrées. Malheureusement, Quill, lui, n'a pas eu cette chance. Et ils se mettent aussi à tabasser Baby Yoda, mais genre il y en a un qui lui met un énorme coup de poing de bâtard. Mais là par contre, Baby Yoda utilise pas la force pour se défendre, je sais pas, il pourrait les étrangler.
Non, non, apparemment tout va bien. Heureusement, IG-11 arrive, il bute ces deux gros enfoirés et il récupère Baby Yoda. Retour à la cantina, prise d'assaut par Moff Gideon. On en apprend plus sur Mando, son vrai nom est Din Djarin, ce qui a un petit côté de Django d'ailleurs. Alors ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, mais ça renforce le lien que le spectateur a avec le personnage. Il n'est d'ailleurs pas du tout originaire de Mandalore, mais comme il le dit lui-même, Mandalorien n'est pas une race, c'est un credo. On découvre enfin le flashback complet de l'enfance de Mando. Son village et ses parents ont en fait été massacrés par des droïdes séparatistes B2 pendant la guerre des clones. Tu m'étonnes qu'il aime pas les droïdes après ça. Juste avant de mourir, ses parents lui disent au revoir et le cachent dans une espèce de remise creusée dans le sol pour le protéger de l'attaque des droïdes. C'est une scène très forte et très symbolique qui rappelle évidemment les parents de Superman qui déposent le petit Kal-El dans son vaisseau spatial pour le sauver juste avant que Krypton explose. Et alors que tout semble perdu, il est sauvé in extremis par des Mandaloriens et si on se fie à leur armure, ça serait les Death Watch déjà aperçus dans Clone Wars. Moff Gideon fait aussi une référence au siège de Mandalore qu'on peut voir dans la dernière saison de Clone Wars avec ce qui est appelé la nuit des 1000 larmes de sang, lorsque de nombreux bataillons mandaloriens furent tués par des vaisseaux armés avec des canons E-Web, comme celui utilisé par Moff Gideon pour le siège de la cantina, qu'on avait aussi déjà vu dans l'Empire contre-attaque. Gideon leur donne jusqu'au soir pour se rendre, mais au même moment, IG-11 déboule en speederbike avec Baby Yoda dans une scène absolument épique où il défonce des tas de Stormtroopers sur son chemin avant d'engager une grosse bataille devant la cantina entre tous les héros et l'armée de Death Troopers et de Stormtroopers qui ne savent toujours absolument pas viser car aucun des gentils ne sera blessé sauf Mando par Gideon lui-même. Apparemment donc le seul qui s'est tiré, c'est sûrement pour ça que c'est le patron. Plus précisément, Gideon tire en fait sur une cellule d'énergie qui explose et blesse grièvement Mando. IG-11 se fera aussi beaucoup tirer dessus, mais apparemment il est devenu imperméable au blaster. Les gentils se réfugient dans la cantina et un incinérateur trooper, qu'on avait déjà vu dans le jeu vidéo Le Pouvoir de la Force, commence à les arroser avec son lance-flamme. C'est chaud! La situation semble perdue et c'est à ce moment-là que Baby Yoda se réveille et utilise la force pour repousser les flammes sur l'incinérateur trooper qui explose de façon grandiose. Et alors que la cantina est en flammes et qu'il reste un bon paquet de Stormtroopers dehors, personne a l'idée d'entrer dans la cantina pour les achever. Du coup, Cara et Griff s'enfuient par les égouts avec Baby Yoda épuisé après son effort et IG-11 reste pour soigner Mando qui accepte de retirer son casque en public pour la première fois de la saison car IG-11 n'est techniquement pas un être vivant. Alors c'est peut-être que moi, mais ça m'a fait penser à cette scène dans Le Retour du Roi quand Éowyn tue le roi sorcier qu'aucun homme ne peut tuer après qu'elle lui a dit que justement elle n'était pas un homme. On découvre alors un Pedro Pascal très amoché, d'ailleurs l'acteur s'est réellement blessé juste avant la scène, il a glissé en descendant de sa caravane et il est arrivé sur le tournage en sang. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et alors qu'il était à l'article de la mort, 2 minutes plus tard, grâce au spray de IG-11, il est quasiment guéri et peut marcher tout seul. Ils rejoignent Cara et Griff dans les égouts et ils se mettent à la recherche de la planque des Mandaloriens qui se sont fait massacrer entre-temps par l'Empire après s'être révélés au monde pour aider Mando dans l'épisode 3. Il ne reste que la forgeronne qui, en voyant Baby Yoda, mentionne les Jedi pour la première fois dans la série comme étant des ennemis des Mandaloriens en citant Mandalore le Grand qui s'est battu il y a longtemps contre les Jedi, qu'elle qualifie d'ailleurs de sorcier. Ça confirme aussi que la victoire de Luke Skywalker sur Dark Vador et l'Empereur n'est vraiment pas aussi populaire que ce qu'on nous dit dans la postlogie, et qu'il y a une grande partie de la galaxie qui n'a absolument aucune idée de ce que sont les Jedi ou même la Force. Bref, alors que les Stormtroopers sont en train d'envahir les égouts, elle prend quand même le temps de graver l'emblème du Mudhorn sur le poldron de Mando, le symbole de son lien avec Baby Yoda car ils l'ont affronté ensemble, et elle lui donne un jetpack qui fait de lui un véritable Mandalorien. Et contre toute logique, elle décide de rester et de se battre seule contre les Stormtroopers avec ses outils, et elle leur met la misère. Et pendant ce temps-là, les héros en profitent pour s'enfuir des égouts, et le seul chemin vers la sortie, c'est en utilisant une barque sur la lave, qui est conduite par une unité R2 avec des bras et des jambes qui pagayent, ce qui est une véritable abomination. C'est Caplery, c'est Caplery. Mais un bataillon de Stormtroopers les attendent à la sortie,
et IG-11 est obligé de se sacrifier en se faisant exploser pour sauver tout le monde. Alors évidemment c'est très triste parce qu'en plus bah là c'était devenu mon personnage préféré de la série ce droïde. Mais quand on y pense, on nous avait préparé à ça dès le premier épisode quand il disait qu'il allait s'auto-détruire. C'est du très bon foreshadowing. Et ça fait déjà 2 personnages importants morts en 2 épisodes. Cette série a vraiment des couilles. Une fois dehors, ils sont pas tirés d'affaire, car ils se font attaquer par Moff Gideon dans son outcast TIE Fighter, et Mando enfile pour la première fois son jetpack et va l'affronter. C'est quand même bien foutu qu'il l'ait récupéré il y a 5 minutes, et qu'il sache parfaitement l'utiliser. Après, on nous dit qu'il a eu un entraînement, donc admettons, et puis le jetpack c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On a le droit à une scène de combat aérien absolument géniale, où Mando finit par placer des explosifs sur une des ailes du TIE, qui va aller s'écraser au sol. Maintenant que la menace impériale est écartée, Cara décide de rester sur la planète Nevarro avec Greef, alors que ça va donc logiquement redevenir un repère de chasseurs de primes et que sa tête est toujours mise à prix par la Nouvelle République. Je trouve ça aussi un peu étrange qu'il se sente d'un seul coup en sécurité, alors qu'il doit certainement rester des Stormtroopers dans la ville, mais admettons. Et Mando repart avec Baby Yoda pour chercher sa famille. Et à la toute fin, on découvre que Moff Gideon n'a pas une égratignure, malgré le crash de son TIE, comme Kylo Ren dans l'ascension de Skywalker d'ailleurs, pour citer les bons auteurs, et qu'il s'extrait de sa carcasse avec le sabre noir des Mandaloriens. Ce sabre noir qui a un rôle très important dans la culture des Mandaloriens, il peut rivaliser avec un sabre laser, et il a été créé par Tar Vizsla, le premier Mandalorien admis dans l'ordre Jedi, plus de 1000 ans plus tôt, et celui qui le porte est considéré comme le leader du clan Vizsla, un des plus gros clans de Mandalore, et peut prétendre au titre de dirigeant. Dans la série Clone Wars, il était porté par Pre Vizsla, du même clan que Tar, et que Paz Vizsla, donc, qu'on a vu au début de la série, et il était justement doublé par Jon Favreau, encore lui. Il a ensuite été récupéré par Sabine Wren dans Rebels, et la dernière fois qu'on l'a vu dans la timeline, il appartenait à Bo-Katan Kryze, une membre des Death Watch, devenue la nouvelle leader des Mandaloriens. Comment est-ce que Moff Gideon l'a récupéré? Ça on ne sait pas, mais j'imagine qu'on en reparlera dans la saison 2. Mon avis final, c'est que malgré quelques épisodes en dessous, c'est quand même une sacrée réussite ce Mandalorien. C'est pas compliqué, si on colle ensemble les épisodes 1, 2, 3, 7 et 8, on se retrouve avec un film d'environ 3 heures qui pourrait être le début d'une nouvelle trilogie et qui pour moi est bien meilleur à lui tout seul que toute la postlogie. Par contre, j'espère vraiment que certains événements grotesques, je dis ça pour ne pas spoiler, qui se passent dans l'ascension de Skywalker n'auront pas d'impact sur cette série qui se situe, je rappelle, entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Et mon seul regret, ça va être ça justement, que ça soit une série télé et pas un film, parce que pour moi, Star Wars, ça n'a jamais autant d'impact, autant de magie que dans une salle de cinéma. Il a raison. Il a raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo beaucoup trop longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et surtout à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette première saison du Mandalorian, ce que vous attendez de la seconde, et surtout si vous n'avez pas aimé le Mandalorian, ça m'intéresse aussi qu'on puisse en débattre, hein. Vous le savez, je réponds très souvent aux commentaires, c'est un vrai lieu de débat pour moi, les commentaires en dessous des vidéos. Vidéos qui d'ailleurs ne seraient pas possibles sans les gens qui font des dons sur le Utip. Merci infiniment à vous, votre nom apparaît en ce moment à l'écran, c'est que grâce à votre aide que je peux continuer cette aventure sur YouTube. Si vous souhaitez vous aussi aider et devenir en quelque sorte les producteurs de ces vidéos, le lien est dans la description. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Tchuss. Et un dernier petit secret autour du Mandalorien, puisque c'est Leia en fait qui a inspiré Baby Yoda. Voilà, vous le savez, c'est un secret que je voulais pas révéler, j'ai eu des pressions de George Lucas et tout, mais il fallait que je le dise, c'est bien Leia qui a porté, regardez comme elle est mignonne, c'est vraiment une sorte de baby... Je deviens fou avec ce chat.